Ma mère et son petit ami m'ont menacé pour que je donne mon entreprise à mon demi-frère, alors je les ai coupés de ma vie. Et qu'est-ce qui a suivi? La vérité a tout révélé. Je suis un homme de 43 ans, et j'ai grandi dans la pire situation imaginable. Je n'essaie pas d'obtenir de la pitié ou quoi que ce soit, j'ai juste besoin que vous compreniez d'où vient tout ce gâchis. Ma mère m'a eu quand elle avait littéralement 15 ans. Oui, vous avez bien lu. Mon père était une ordure complète qui s'est enfuie dès qu'il a appris qu'elle était enceinte. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne connais même pas son nom, et honnêtement, je m'en fiche. Les parents de ma mère étaient du genre super religieux qui se souciaient plus de ce que penseraient les gens à l'église que de leur propre enfant, alors ils l'ont mise dehors. Bien chrétien de leur part, n'est-ce pas? Nous vivions dans des appartements absolument sordides quand j'étais enfant, le genre d'endroit où les cafards vous regardent bizarrement. Nous déménagions tout le temps parce que nous ne pouvions pas payer le loyer, restant parfois chez des amis de maman. La plupart d'entre eux étaient dans une situation aussi mauvaise que la nôtre. Il y avait des moments où nous n'avions pas de chauffage en hiver. Je me souviens dormir avec tous mes vêtements et 3 couvertures et avoir toujours froid. L'électricité était souvent coupée aussi. Avez-vous déjà essayé de faire vos devoirs à la bougie? Ce n'est pas amusant. Maman travaillait à n'importe quel emploi qu'elle pouvait obtenir, mais qui va embaucher une adolescente ayant abandonné l'école avec un enfant? Elle faisait surtout du service et du nettoyage de maison, ce genre de choses. Parfois, elle avait 2 ou 3 emplois, mais ce n'était jamais suffisant. Nous étions au bon d'alimentation, mais il ne durait pas tout le mois. La dernière semaine de chaque mois, c'était toujours des nouilles instantanées ou rien. Quand j'avais environ 8 ans, un gars nommé Ray a commencé à traîner. Maman l'avait rencontré au restaurant où elle travaillait. Avec le recul, je peux voir à quel point c'était un raté, mais je suppose que maman était juste désespérée pour que quelqu'un l'aide. Il a emménagé avec nous peut-être un mois après qu'ils se soient rencontrés. C'est là que les choses ont empiré. Ray était un de ces gars qui agissait gentiment au début, puis montrait son vrai visage une fois installé. Il bousculait maman, pas de vrais coups, du moins pas que j'ai vu, mais beaucoup de la prendre par le bras et de la pousser contre les murs, ce genre de choses. Quand j'essayais de la défendre, sale gamin, pensant que je pouvais faire quelque chose, il s'approchait de mon visage, me disant qu'il m'apprendrait le respect si je ne me taisais pas. Le pire, c'était la façon dont il prenait l'argent de maman. Elle encaissait ses chèques, et il était juste là avec la main tendue, disant que c'était pour le loyer et les factures. Mais d'une manière ou d'une autre, le loyer était toujours en retard quand même, et il avait toujours de l'argent pour lui. Je le voyais parfois en ville, achetant des trucs ou traînant, alors que nous avions à peine de la nourriture à la maison. Cela a duré 3 ans. Ça me met encore en colère d'y penser. Maman trouvait des excuses pour lui, disant qu'il faisait de son mieux ou que les choses étaient difficiles pour tout le monde. Puis un jour, il n'est tout simplement pas rentré. J'ai appris plus tard qu'il avait emménagé avec une autre femme qu'il fréquentait. Maman a été mal pendant un certain temps après ça, mais honnêtement, c'était mieux sans lui. Nous étions toujours pauvres, vraiment pauvres, mais au moins l'argent que maman gagnait allait réellement au loyer et à la nourriture au lieu de ce que Ray voulait. Elle a fréquenté d'autres gars après lui, mais aucun n'est resté très longtemps, probablement parce que nous n'avions littéralement rien, et une fois qu'il s'en rendait compte, il disparaissait. J'ai commencé à remarquer vers 12 ou 13 ans comment les autres enfants vivaient, à vraiment remarquer. Ils avaient de vraies maisons avec leur propre chambre. Ils avaient de nouveaux vêtements au lieu de trucs de la friperie qui n'allaient jamais tout à fait bien. Ils pouvaient acheter leur déjeuner à l'école, alors que j'étais au programme de déjeuner gratuit, ce qui était embarrassant d'ailleurs, parce que tout le monde sait quand tu es au déjeuner gratuit. C'est là que j'ai commencé à être vraiment en colère contre notre situation. Pas exactement contre maman, je veux dire, elle faisait de son mieux, mais juste contre tout. Pourquoi devions-nous vivre comme ça? Pourquoi ne pouvions-nous pas avoir des choses normales comme tout le monde? J'ai commencé à faire des petits boulots dans le quartier, à tondre des pelouses, à déneiger, tout ce que je pouvais trouver. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais au moins je pouvais acheter mes propres fournitures scolaires et parfois même avoir de la nourriture quand nous n'en avions plus à la maison. Le pire dans le fait d'être aussi pauvre, ce n'est même pas le manque de nourriture ou les mauvais appartements, c'est le sentiment que tu es coincé, que c'est comme ça que la vie va être pour toujours. Tu vois d'autres personnes vivre des vies normales, et ça ressemble à une émission de télévision, pas réelle, pas quelque chose qui pourrait jamais t'arriver. Quand j'ai eu 17 ans, j'en avais marre d'être pauvre. Vraiment, complètement marre. J'ai commencé à prendre tous les jobs que je pouvais trouver, et je dis bien tous les jobs.
station-service, restauration rapide, déchargement de camions, nettoyage de bureaux la nuit. Si quelqu'un me payait, je le faisais. Une fois, je travaillais littéralement à 4 jobs en même temps, le matin chez McDonald's, l'après-midi dans un entrepôt, le soir à une station-service, et la nuit à nettoyer des bureaux. Je dormais à peine, mais je m'en fichais. Je gagnais peut-être $800 par semaine au total, ce qui était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Maman pensait que j'étais fou de travailler autant. Elle n'arrêtait pas de dire que j'avais besoin de ralentir et de profiter d'être jeune. Mais profiter de quoi exactement? D'avoir faim? D'avoir l'électricité coupée? Non, j'en avais fini avec tout ça. L'un de ces jobs était dans une entreprise locale qui vendait des fournitures pour restaurants. Le propriétaire, Jay, était là tout le temps, littéralement de l'ouverture à la fermeture la plupart des jours. Au début, je pensais qu'il était juste un de ces patrons ennuyeux qui surveillent toujours tout le monde, mais ce n'était pas du tout ça. Je me souviens de cette fois où j'organisais une salle de stockage tout au fond. Personne n'y allait jamais, et la plupart des autres employés traînaient quand on leur assignait ce travail. Mais moi, j'organisais tout, rendant tout propre et efficace. Jay est entré et est resté là à me regarder pendant 1 minute. Je pensais que j'étais en difficulté ou quelque chose, mais il a juste dit, « Tu es différent des autres jeunes qui travaillent ici. » Puis il a commencé à me poser des questions sur la façon dont j'organisais tout et pourquoi j'avais choisi de le faire de cette façon. Nous avons fini par parler pendant 1 heure de système d'inventaire, d'efficacité et d'autres choses. Une conversation étrange, mais je suppose qu'il a vu quelque chose en moi. Après ça, il a commencé à m'apprendre des choses sur le business, à vraiment m'apprendre, pas juste des trucs basiques d'employés. Il me montrait les comptes, ce qui avec le recul était fou parce que qui montre ses comptes à un employé de 17 ans? Il m'expliquait comment il prenait ses décisions d'achat et me laissait assister à des réunions avec des fournisseurs. J'ai appris plus tard que Jay avait grandi pauvre aussi, peut-être pas aussi pauvre que moi, mais il savait définitivement ce que c'était d'avoir faim. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est intéressé à moi. Il avait fait grandir son business à partir de rien, en commençant par vendre des fournitures depuis son garage et en le développant sur 20 ans pour en faire une entreprise sérieuse. Les autres employés me taquinaient en disant que j'étais le favori de Jay, m'appelaient lèche-botte et tout ça, mais je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'apprenait quelque chose d'utile. L'école était toujours juste quelque chose qu'il fallait faire, mais c'était des choses réelles que je pouvais utiliser. Jay ne m'apprenait pas seulement le business, il m'apprenait aussi toutes sortes d'autres choses, comme comment m'habiller pour des réunions, il m'a emmené acheter mon premier vrai costume, comment parler aux personnes importantes, même les bonnes manières à table parce qu'il m'emmenait parfois à des déjeuners d'affaires. Ça sonne probablement stupide, mais quand tu grandis comme moi, personne ne t'apprend ce genre de choses. La plus grande chose que Jay m'a apprise, cependant, c'est qu'il était réellement possible de s'en sortir, de vraiment s'en sortir de la pauvreté. Avant lui, je pensais que le mieux que je pouvais espérer, c'était peut-être gagner assez pour avoir un appartement un peu mieux et garder les lumières allumées. Mais Jay m'a montré qu'il y avait beaucoup plus possible que ça. J'ai commencé à traîner après mes quarts de travail, lui posant des questions sur tout. Il répondait à tout, totalement patient, ne faisant jamais semblant que je le dérangeais. La seule fois où j'ai vu Jay se mettre en colère contre moi, c'est quand j'ai manqué un quart de travail parce que j'étais épuisé par tous mes autres jobs. Il m'a fait asseoir dans son bureau et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, être pauvre est épuisant, je comprends. Mais si tu veux un jour posséder une entreprise, tu ne peux pas juste travailler dur, tu dois être fiable. Si tu dis que tu vas être quelque part, sois Y. Après ça, je n'ai plus jamais manqué un autre quart de travail, même quand j'étais mort de fatigue ou malade ou quoi que ce soit. J'ai fini par abandonner mes autres jobs un par un pour travailler plus d'heures chez Jay. Je gagnais moins d'argent au total, mais j'apprenais beaucoup plus. J'ai travaillé chez Jay pendant environ 3 ans, apprenant tout ce que je pouvais. Tout le temps, je pensais à lancer mon propre truc. Pas copier l'entreprise de Jay ou quoi que ce soit, ça aurait été nul après tout ce qu'il m'avait appris, mais j'avais une idée qui ne me quittait pas. Vous savez ces services de livraison de repas chic maintenant où ils vous apportent des ingrédients et des recettes? Eh bien, c'était bien avant qu'ils existent. Mon idée était basically de faire la même chose, mais pour les restaurants, leur livrant tous les ingrédients dont ils auraient besoin pour le lendemain, tout mesuré et tout. J'avais remarqué en travaillant avec Jay que beaucoup de petits restaurants avaient du mal avec l'inventaire et faisaient tout le temps des courses d'approvisionnement d'urgence. J'ai passé 6 mois à travailler sur un plan d'affaires. Jay m'avait appris comment le faire.
Il m'a aidé à l'améliorer, m'a vraiment fait réfléchir à tout. Finalement, après 20 révisions de ce plan d'affaires, j'ai dit qu'il voulait investir. Je n'en revenais pas. Ce gars qui m'avait tout appris me faisait maintenant assez confiance pour investir son propre argent dans mon idée. Dingue. Mais voici le truc, il ne m'a pas juste donné un chèque, il m'a aussi fait contracter des prêts, a dit que j'avais besoin d'avoir ma part de risque. Savez-vous à quel point c'est effrayant de signer pour un prêt commercial quand vous avez grandi pauvre? Je tremblais littéralement. Tout ce à quoi je pouvais penser était, si ça échoue, je vais être endetté pour toujours. Les premiers mois ont été un cauchemar. Nous avons trouvé un petit entrepôt que nous pouvions nous permettre, en gros un grand garage avec une chambre froide. Je ne pouvais embaucher personne, alors je faisais tout moi-même. Debout à 3 heures du matin pour commencer à préparer les commandes, livrer jusqu'à midi, puis faire des appels de vente tout l'après-midi pour essayer d'obtenir de nouveaux clients, puis faire la paperasse jusqu'à minuit, dormir quelques heures et recommencer. J'avais exactement 3 clients quand nous avons commencé. Ils ne commandaient que quelques articles chacun, probablement juste par pitié pour moi parce que je les suppliais littéralement d'essayer le service. Je perdais de l'argent chaque jour pendant 6 mois d'affilée. Il y avait des moments où je restais assis dans cet entrepôt vide et je voulais juste pleurer. Mais lentement, très lentement, les choses ont commencé à fonctionner. Un client en parlait à un autre, quelqu'un avait une urgence, et nous leur sauvions la mise avec une livraison rapide. Le bouche à oreille a fait savoir que nous étions fiables. Nous avons commencé à avoir plus de commandes, puis des commandes plus importantes. Après environ 1 an, nous avions suffisamment de clients pour réellement embaucher quelqu'un pour aider aux livraisons. Je me souviens de la première fois où j'ai tendu les clés de la camionnette à quelqu'un d'autre. C'était étrange de laisser quelqu'un d'autre gérer les livraisons parce que j'avais l'habitude de tout faire moi-même. Nous avons commencé à nous étendre à d'autres zones après 2 ans, avons ouvert un deuxième site dans la ville voisine. C'était effrayant aussi, comme recommencer, mais avec plus de pression parce que j'avais maintenant des employés qui dépendaient de moi pour leur salaire. Mais ça a marché. Alors nous en avons ouvert un autre, puis un autre. Maintenant, 20 ans plus tard, nous sommes dans 30 villes, avec de vrais entrepôts, de vrais camions, et des centaines d'employés. Mais je me souviens encore de ce premier petit entrepôt et de cette camionnette pourrie. Je garde une photo dans mon bureau pour me rappeler d'où nous sommes partis. J'ai décédé il y a quelques années d'un cancer. Ça fait toujours mal d'y penser. Lors de ses funérailles, j'ai découvert qu'il avait aidé un tas d'autres personnes à lancer des entreprises aussi. Toutes n'ont pas réussi, mais il essayait d'aider quiconque était prêt à travailler dur et à apprendre. Il me manque chaque jour. C'est là que Ben, mon demi-frère de 40 ans, est entré en scène. Je dois vous parler de lui. Il est techniquement mon demi-frère, avec un père différent, aussi un gars qui s'est enfui. Il a 3 ans de moins que moi, et en grandissant, nous étions proches, juste parce que nous n'avions que nous à part maman. Ben a toujours été différent de moi, même quand nous étions enfants. Là où j'essayais toujours de trouver comment gagner de l'argent ou améliorer les choses, Ben existait juste, comme s'il acceptait d'être pauvre comme étant la façon dont la vie allait être. En vieillissant, les différences se sont accentuées. Quand je travaillais tous ces jobs pour essayer d'avancer, Ben a commencé à traîner avec ces gars du quartier, de vrais ratés si je suis honnête. Il volait des trucs dans les magasins, cambriolait des voitures, ce genre de choses. Rien de assez important pour être arrêté, mais juste assez pour s'assurer qu'il n'arriverait jamais à rien dans la vie. J'ai essayé de lui en parler tellement de fois. Ben, tu vas finir en prison. Ben, viens travailler avec moi à la place. Mais il se contentait d'en rire, disait que j'étais trop sérieux, que j'avais besoin d'apprendre à m'amuser. M'amuser? Nous avons grandi en mangeant des nouilles instantanées pour le dîner et il voulait parler de s'amuser? À l'époque où j'ai commencé à travailler avec Jay, je pensais que c'était peut-être ma chance d'aider Ben à changer les choses. Je me souviens encore de l'avoir emmené à l'entrepôt un jour. J'ai été cool à ce sujet, a traité Ben exactement comme il m'avait traité lors de notre première rencontre, lui a posé des questions sur ce qu'il voulait faire de sa vie, lui a proposé de lui apprendre le business, exactement comme il me l'avait appris. Savez-vous ce que Ben a dit? Il a traité Jay de riche snob essayant de jouer les héros. J'étais tellement gêné. Jay a juste souri et a dit que c'était bon, mais je pouvais voir qu'il était déçu, pas vraiment par Ben, plus comme déçu de ne pas pouvoir aider quelqu'un qui ne voulait pas être aidé. Plus tard, quand mon entreprise a commencé à bien marcher et que je me préparais à ouvrir ce deuxième site, j'ai réessayé avec Ben. Je lui ai offert un poste de responsable des livraisons,
pas un truc de débutant non plus. Ça aurait été de gérer tout le système de livraison, bon salaire, avantages, tout. J'ai m'avait averti de ne pas le faire, a dit que mélanger famille et business était chercher des ennuis. Mais j'étais têtu, pensais que je pouvais aider mon frère à faire quelque chose de lui-même. Ben est venu à la formation exactement une fois. Et vous savez quoi? Il était réellement bon. Vraiment bon. Il est intelligent quand il veut, a vite compris le système informatique, les itinéraires de livraison, tout. Mais ensuite, est arrivé le jour de paie. Nous payons tout le monde toutes les 2 semaines, n'est-ce pas? Chose normale. Ben est venu dans mon bureau, tout en colère parce qu'il n'allait pas être payé ce jour-là. J'ai essayé d'expliquer comment fonctionnait la paie, comment tout le monde était payé selon le même calendrier, mais il n'en voulait pas. J'ai besoin d'argent maintenant, a-t-il dit. J'ai des gens qui m'attendent. J'ai découvert plus tard qu'il avait emprunté de l'argent à des gars, promis de les rembourser avec sa première paie, mais il avait besoin de l'argent ce jour-là, pas dans 2 semaines. Il n'est jamais revenu après ça, et retourné à son travail en usine où il était payé tous les vendredis. C'est devenu le schéma. Tous les 2 ans, quand il rencontrait des difficultés, il venait demander du travail. Je lui donnais une chance, lui trouvais quelque chose de bien, et il disparaissait après quelques jours. Parfois, il ne me disait même pas qu'il démissionnait, il ne se présentait tout simplement pas. Savez-vous comment cela me faisait paraître aux yeux de mes autres employés? Voici le frère du propriétaire qui ne se présente pas au travail, sans appel, sans rien. La dernière fois que j'ai essayé, c'était il y a environ 5 ans. J'avais un poste de manager ouvert dans un de nos nouveaux sites. Bon salaire, travail facile, vraiment, juste gérer l'inventaire et une petite équipe. J'ai dit à Ben qu'il pourrait grimper les échelons à partir de là, peut-être même diriger son propre site un jour. Il est resté 2 semaines entières cette fois. Puis j'ai découvert qu'il disait à ses employés qu'il n'avait pas à suivre les procédures de l'entreprise, qu'il pouvait juste faire les choses à sa manière. Quand j'ai essayé de lui en parler, il a démissionné, a dit que j'avais le pouvoir qui me montait à la tête et que j'essayais de tout contrôler. Après ça, j'ai arrêté d'essayer de lui donner des jobs. Je l'aidais toujours parfois quand il avait besoin d'argent, mais plus d'essayer de l'intégrer dans l'entreprise. Ça faisait mal, vous savez? J'y étais arrivé, j'avais construit quelque chose de réel, et je voulais tellement l'aider à faire la même chose. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Maman trouvait toujours des excuses pour lui. Il est juste en train de se trouver. Il a un chemin différent du tien. Tout le monde ne veut pas être homme d'affaires. Mais il ne s'agissait pas d'être homme d'affaires, il s'agissait d'être un adulte fonctionnel. Ben a 40 ans maintenant et vit toujours comme s'il en avait 20, passant d'un job à l'autre, toujours à un salaire manqué près d'être fauché. La partie vraiment dérangée? Il m'en veut pour mon succès. Comme si d'une manière ou d'une autre, mon succès avait rendu sa vie plus difficile. Il dit, j'ai changé après avoir eu de l'argent, que j'ai oublié d'où je venais. Comment diable aurais-je pu oublier d'où je venais alors que j'ai passé tant de temps à essayer de l'aider à s'en sortir aussi? Bref, la semaine dernière, j'ai reçu un appel de maman me demandant de venir chez elle. La maison pour laquelle je paie, d'ailleurs. 2800 $ pour l'hypothèque chaque mois, je n'ai jamais manqué un paiement, plus le paiement de sa voiture, les factures d'électricité et d'eau, et je lui envoie 2000 $ supplémentaires chaque mois pour tout ce dont elle a besoin. Je vous donne juste les chiffres pour que vous compreniez que je n'étais pas radin avec ma famille ou quoi que ce soit. J'ai découvert que Ben vivait à nouveau avec elle. Aucune surprise. Chaque fois qu'il ne peut pas payer son loyer quelque part, il finit par retourner chez maman. Mais cette fois, il y avait quelqu'un d'autre aussi, Mike, le nouveau petit ami de maman. Elle le fréquentait depuis quelques mois mais ne m'en avait pas parlé. J'ai découvert que Mike était assis dans le vieux fauteuil inclinable de mon père, oui, je pense toujours que c'est la chaise de papa, même si le gars n'a jamais été là, comme s'il possédait les lieux. La façon dont il me regardait, tout satisfait, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Maman a commencé avec les choses habituelles sur Ben ayant des difficultés, perdant son dernier job, luttant pour joindre les deux bouts. J'attendais le moment où elle me demanderait de l'argent. C'est toujours une question d'argent. Mais ensuite, elle m'a lancé quelque chose de complètement différent. Elle voulait que je fasse de Ben et Mike des partenaires dans mon entreprise. J'ai littéralement ri parce que je pensais que c'était une blague. Mais personne d'autre ne riait. Mike a commencé à parler de son expérience professionnelle.
Il s'avère qu'il possédait un magasin de réparation de téléphones il y a 10 ans qui a fait faillite en moins d'1 an. Un vrai génie des affaires, n'est-ce pas? Il a continué avec toutes ces idées qu'il avait pour mon entreprise, comment il pourrait la faire passer au niveau supérieur. Puis maman a enchaîné, disant que les jobs que j'avais offerts à Ben avant étaient au-dessous de lui et que c'était embarrassant pour son propre frère de ne travailler qu'en tant que manager. Jean, quoi? J'ai construit cette entreprise à partir de rien, passé 20 ans à la faire grandir, et maintenant ils veulent que je leur cède une partie de la propriété juste parce que quoi? Parce que Ben est mon frère et que Mike sort avec ma mère? Quand j'ai dit non, Mike est devenu vraiment bizarre. Il a commencé à parler de la façon dont les accidents malheureux arrivent tout le temps dans les affaires et comment mon entrepôt principal était dans un quartier difficile. Il n'essayait même pas de cacher qu'il me menaçait. Maman était juste assise là, hochant la tête comme si c'était une conversation tout à fait normale. Voici la partie qui me bouleverse vraiment. Mike a commencé à énumérer des détails sur mon entreprise, quels sites étaient les plus rentables, les calendriers de livraison, même les noms de certains de mes plus gros clients. Des choses qu'il ne devrait pas savoir. Il s'avère que Ben lui avait raconté tout ce dont il se souvenait de son bref passage à travailler pour moi. Ils avaient planifié toute cette histoire, recueilli des informations, attendant le bon moment pour passer à l'action. J'ai poussé ma chaise en arrière, prêt à partir. Bon, ça devient ridicule, dis-je. La voix de maman a brisé la tension, calme mais cinglante. Assieds-toi. Nous n'avons pas fini. J'ai secoué la tête. En fait, je pense que si. Son expression n'a pas changé. Soit tu les prends comme partenaires, soit. Elle a fait une pause, juste assez longtemps pour que le poids de ses mots s'installe. Non seulement je te renierai, mais les choses pourraient devenir difficiles pour ton entreprise. Je me suis figé, la fixant. Vous êtes sérieuse là? Mike s'est penché en arrière dans sa chaise, souriant d'un air satisfait. Écoute, les accidents arrivent, tu sais. Ce serait vraiment facile pour quelqu'un de, je ne sais pas, endommager accidentellement un de tes camions de livraison. Peut-être même commencer à parler de problèmes de sécurité alimentaire. Un sentiment lent et nauséeux s'est installé dans mon estomac. Ma propre mère, assise là pendant que son petit ami menaçait tout ce que j'avais construit. Et la partie la plus folle? Ils agissaient comme s'ils me rendaient service. Ce sera bon pour toi, a continué Mike. Je peux aider à moderniser les choses. J'ai presque ri. Mon entreprise a déjà une meilleure technologie que n'importe qui dans l'industrie. Maman a juste souri, comme si elle ne venait pas de contribuer à me menacer. Ça rapprochera la famille, a-t-elle dit. Ah oui, en me forçant à céder une partie de mon entreprise. Ma voix était plate, mais je sentais mes mains se serrer en poing sous la table. Ben, qui était resté silencieux tout ce temps, était juste assis là, souriant, comme s'il obtenait enfin ce qu'il méritait. J'ai gardé mon calme d'une manière ou d'une autre, sachant que je jouerais le jeu différemment. Alors je leur ai dit que j'y réfléchirais. Le regard sur le visage de Mike, mec, il pensait vraiment qu'il m'avait tué. J'ai appelé mon avocat dès que je suis monté dans ma voiture, je lui ai tout raconté. Il a dit que nous pourrions demander une ordonnance restrictive basée sur les menaces, mais que ce serait difficile à prouver car ce n'étaient que des mots et qu'ils avaient été prudents dans leur façon de s'exprimer. Je suis rentré chez moi cette nuit-là et je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce que ma mère avait dit, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Comment ma propre mère est-elle passée de la femme qui travaillait 3 jobs pour nous nourrir à quelqu'un qui reste assise pendant que son petit ami menace l'entreprise de son fils? Je savais que je devais agir vite. J'ai appelé une réunion avec mon équipe de direction, je leur ai tout raconté, les menaces de Mike, le fait que Ben lui ait donné des informations sur l'entreprise, tout. Ces personnes sont avec moi depuis des années, certaines depuis les débuts. Elles méritaient de savoir ce qui se passait. Nous avons passé 6 heures à passer en revue tout ce que Ben pourrait savoir sur l'entreprise. Nous avons changé tous nos codes de sécurité, mis à jour les itinéraires de livraison, modifié certains horaires de clients. J'ai appelé personnellement mes plus gros clients pour les avertir qu'ils pourraient entendre de fausses rumeurs, pour anticiper toute cette situation. Ensuite, j'ai passé des appels pour renforcer la sécurité. J'ai ajouté des caméras sur tous les sites, embauché de vrais gardes de sécurité pour l'entrepôt principal. Cela m'a coûté $50 000 pour tout mettre en place, mais c'était mieux que de risquer tout ce que Mike pourrait essayer. J'ai aussi fait installer des caméras chez moi, plus un nouveau système de sécurité. Probablement par paranoïa,
mais mieux vaut prévenir que guérir. Puis j'ai appelé ma banque et j'ai arrêté tous les paiements automatiques sur les comptes de maman. Tous. Hypothèque, paiement de voiture, facture, allocation mensuelle, tout. Je ne lui ai pas dit que je le faisais non plus. Je me suis dit qu'elle pouvait le découvrir à la dure, tout comme elle m'avait surpris avec les petites menaces de Mike. Mon avocat m'a aidé à tout documenter. J'ai écrit exactement ce qui avait été dit lors de cette réunion, qui était présent, quelles menaces avaient été proférées. J'ai aussi fait écrire des déclarations à mon équipe de direction, sur les changements de sécurité que nous avions dû faire à cause des menaces. Cela ne tiendra probablement pas devant un tribunal, mais au moins il y a une trace écrite. Puis j'ai juste attendu. Je savais que ça ne prendrait pas longtemps pour que maman se rende compte que quelque chose n'allait pas, et bon sang, j'avais raison. Les SMS ont commencé à arriver environ une semaine plus tard. D'abord de la compagnie hypothécaire, paiement refusé. Puis des gens du prêt automobile. Puis sa carte a commencé à être refusée parce que je ne mettais plus d'argent sur son compte. Elle a continué d'essayer d'appeler, mais j'ai bloqué son numéro. Ben a essayé d'appeler depuis différents numéros, mais je les ai bloqués aussi. Mike a même eu le culot d'envoyer un email à mon compte professionnel avec des conneries sur le fait que je faisais une grosse erreur et que je faisais du mal à ma mère. J'ai immédiatement transféré ça à mon avocat. Plus de preuves de harcèlement. Pendant tout ce temps, je gérais aussi les affaires courantes de l'entreprise. J'avais une grosse négociation de contrat à venir, j'essayais de m'étendre dans 2 nouvelles villes, plus toutes les choses normales du quotidien d'une entreprise. On ne peut pas tout arrêter juste parce que sa famille essaie de faire une sorte de film de gangster en herbe. Environ 2 semaines plus tard, mon responsable de la sécurité m'a appelé. Il a dit que quelqu'un avait essayé d'entrer dans notre entrepôt principal à 3 heures du matin. Rien sur les caméras parce qu'ils ont couru quand l'alarme s'est déclenchée, mais devinez quelle voiture a été repérée dans la zone? Oui, celle de Mike. Je ne peux pas prouver que c'est lui qui a essayé de s'introduire, mais enfin. J'ai déposé une plainte auprès de la police, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans preuve réelle. Je l'ai quand même ajouté à mon dossier croissant de documentation. La partie la plus dérangée? À travers tout ça, maman agit toujours comme si j'étais le méchant. Elle a demandé à une de ses amies de m'envoyer un message sur Facebook disant que je la tuais en lui coupant l'argent, qu'elle risquait de perdre sa maison, que j'étais un fils terrible. Comme si elle était restée assise là pendant que son petit ami menaçait de détruire mon entreprise et que j'étais le méchant? Certains de mes autres parents ont commencé à appeler aussi. Ils ne me contactent jamais que lorsqu'ils ont besoin d'argent, mais soudain, ils sont tous inquiets pour maman. Aucun d'eux n'a proposé de l'aider à payer ses factures, cependant. Drôle de façon de fonctionner. Ils sont heureux de me dire ce que je devrais faire avec mon argent, mais ne dépenseront pas le leur. Environ 1 mois après que j'ai coupé tous les paiements, je quittais le travail tard un soir et devinez qui m'attendait sur le parking. Maman et Ben. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient peut-être venus s'excuser, mais non. Ben avait l'air prêt à se battre, et maman avait ce regard qu'elle avait l'habitude d'avoir quand elle était sur le point de commencer à crier. Ben s'est approché de moi tout de suite. Il a l'air tout maigre et nerveux maintenant, probablement à cause de toutes les choses qu'il a faites. J'ai découvert plus tard qu'il s'était lancé dans des choses assez lourdes, ce qui expliquait beaucoup de choses. Je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, plus j'ai ce truc de toujours avoir l'air professionnel pour le business, alors nous avions l'air de types de personnes complètement différents debout là. Il a commencé à crier que je tuais maman, qu'elle allait se retrouver sans abri, que je choisissais l'argent plutôt que la famille. J'ai essayé de le contourner pour aller à ma voiture, mais il n'arrêtait pas de me gêner. Maman était juste debout là, regardant, n'essayant même pas de le calmer. Puis il a essayé de saisir mon sac d'ordinateur portable. Maintenant, ce sac contient mon ordinateur professionnel avec toutes sortes d'informations sur l'entreprise. Après toute cette histoire avec Mike qui essayait d'obtenir des secrets d'entreprise, il était hors de question que je laisse Ben s'en approcher. J'ai tiré le sac en arrière, lui ai dit de reculer. Il a essayé de le saisir à nouveau, et je l'ai repoussé, pas fort, juste assez pour prendre un peu d'espace. C'est là qu'il a essayé de me frapper. Jean a vraiment essayé de me frapper en plein visage. Comme je m'entraîne, ça ne s'est pas bien passé pour lui. J'ai bloqué le coup, ses cours de boxe ont enfin payé, et je l'ai repoussé plus fort cette fois. Il est tombé sur les fesses avec l'air choqué, comme s'il n'arrivait pas à croire que son petit frère se soit réellement défendu. Maman a commencé à crier comme si je venais de le tuer ou quelque chose.
Elle a couru vers Ben, l'aidant à se relever, lui demandant s'il allait bien. Pendant ce temps, je suis là, debout avec ma chemise déchirée et mon sac d'ordinateur portable, pensant à quel point toute cette situation est insensée. Je leur ai dit que j'allais appeler la police. Ben a commencé à paniquer parce qu'il avait des mandats d'arrêt. J'ai découvert ça plus tard aussi. Il a attrapé maman et ils ont tous les deux couru vers leur voiture. Toute cette scène a probablement eu l'air ridicule sur les caméras de sécurité, deux hommes adultes se battant sur un parking pendant que leur mère crie. J'ai déposé une autre plainte auprès de la police, l'ai ajoutée à la pile croissante de documents que mon avocat conserve. J'ai dû expliquer à mes employés le lendemain pourquoi il pourrait y avoir des policiers qui viendraient poser des questions. C'était amusant, essayer de maintenir une image professionnelle tout en admettant que son frère a essayé de vous agresser sur le parking. Les jours suivants ont été calmes, trop calmes. Puis j'ai découvert la semaine dernière que Mike avait disparu avec ce qui restait sur les comptes de maman. Il s'avère qu'il a déjà fait ça, certaines personnes m'ont envoyé des messages disant qu'il avait fait la même arnaque avec d'autres familles. Un vrai salaud. Ben s'est présenté chez moi la semaine dernière, l'air tout propre. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais je me suis dit que j'écouterais ce qu'il avait à dire. Mec, quelle blague ça a été. Il a commencé avec toute cette histoire larmoyante sur le fait qu'il était clean maintenant, qu'il allait à des réunions, qu'il réalisait ses erreurs. J'ai même commencé à avoir pitié de lui. Puis est venue la vraie raison de sa visite. Lui et maman avaient concocté un nouveau plan. Ils voulaient que je leur prête de l'argent pour lancer leur propre entreprise. Ils disaient qu'ils avaient une opportunité incroyable mais qu'il leur fallait de l'argent pour démarrer. Quand j'ai demandé des détails, c'était une pyramide de Ponzi évidente. Ils n'avaient pas changé du tout, ils avaient juste trouvé un nouvel angle pour essayer d'obtenir mon argent. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. J'ai dit à Ben de quitter ma propriété et de ne jamais revenir. Il a commencé avec les habituels sentiments de culpabilité à propos de maman qui allait perdre sa maison, de la famille qui devait rester unie. J'ai juste ri et je suis rentré, j'ai regardé sur mes caméras de sécurité comment il a donné un coup de pied à ma boîte aux lettres et est parti en voiture. Maman va être expulsée la semaine prochaine. Son amie, la seule qui me parle encore, m'a dit qu'elle montrait aux gens de vieilles photos de nous quand nous étions enfants, pleurant sur son fils ingrat qu'il avait abandonné. Elle n'a pas mentionné la partie où elle a laissé son petit ami me menacer ou comment elle a essayé de m'arnaquer plusieurs fois. Savez-vous ce qui est fou? Depuis que je les ai tous coupés de ma vie, mon entreprise marche mieux que jamais. J'ai signé 3 gros contrats le mois dernier et j'ouvre 2 nouveaux sites l'année prochaine. Il s'avère que ne pas avoir de drame familial toxique dans sa vie est bon pour les affaires. Qui l'aurait cru? Je me suis remarié l'année dernière, je ne l'avais pas mentionné avant parce que ce n'était pas pertinent. Ma femme est incroyable, vient d'une famille d'entrepreneurs, comprend réellement ce qu'il faut pour construire quelque chose. Ses parents me traitent comme leur propre fils. Nous attendons notre premier enfant dans quelques mois. C'est à ça que ressemble une vraie famille, des gens qui se soutiennent au lieu d'essayer de profiter. Parfois, je pense à l'enfant que j'étais, grandissant dans cet appartement infesté de cafards, regardant maman travailler à plusieurs jobs. Je voulais tellement l'aider à avoir une vie meilleure, et je l'ai fait. J'ai payé ses factures pendant des années, lui ai donné une belle maison, lui ai envoyé de l'argent chaque mois. Mais ce n'était jamais assez. Elle et Ben en voulaient toujours plus, se sentaient toujours en droit de tout ce que j'avais construit. Maman et Ben ne sont pas au courant de ma nouvelle famille. Ils ne savent pas où j'habite maintenant, j'ai déménagé dans une communauté fermée l'année dernière. Ils n'ont pas mon nouveau numéro ni mon adresse e-mail. Mon entreprise a des instructions strictes de ne leur donner aucune information et de ne pas les laisser entrer dans les bâtiments. Bien sûr, parfois je me sens coupable. Ces souvenirs d'enfance sont toujours là. Mais ensuite, je me souviens comment ils ont essayé de détruire tout ce que j'avais construit, comment ils ont conspiré avec Mike pour voler mon entreprise, comment ils ne se sont jamais excusés pour quoi que ce soit, se contentant de trouver de nouveaux plans pour obtenir mon argent.